Le Mali à la quête de nouvelles expériences et de partenaires en vue de booster notre secteur énergétique. C'est avec cet idéal que notre pays participe à la 6e édition de la Semaine russe de l'énergie. Les travaux ont été lancés aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine qui avait à ses côtés le premier ministre irakien. Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être, c'est la thématique au cœur de la Journée internationale de la fille célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012. Au Mali, compte tenu de la situation, les autorités ont choisi le thème pour la refondation du Mali, les filles comptent. Le trachome n'est plus considéré comme un problème de santé publique au Mali. Il a été éliminé. Cette prouesse a été célébrée à l'occasion du lancement de la semaine de la lutte contre la cécité. C'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 11 octobre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et a entendu des communications. Le contenu de ce conseil avec vous, Ibrahim Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de loi portant code pénal et B. Un projet de loi portant code de procédure pénale. De son accession à l'indépendance à nos jours, notre pays a adopté 2 codes pénaux et 2 codes de procédure pénale, respectivement en 1962 et en 2001. Le code pénal est un recueil de textes juridiques définissant de façon claire et précise les infractions à la loi pénale. Il fixe en même temps les peines qu'encourent les comportements fautifs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Le Code de procédure pénale est l'ensemble des textes qui regroupent les normes législatives relatives à la phase d'enquête, de poursuite et d'instruction et de jugement. Après plus de 2 décennies d'application, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont montré des limites compte tenu de l'évolution socio-économique et du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi qu'il a été entrepris un ambitieux programme législatif qui vise à mettre à la disposition des praticiens des instruments juridiques pertinents à même de lutter contre la criminalité sous ses diverses formes. En vue d'atteindre cet objectif, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur les hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, a privilégié une démarche participative de proximité et inclusive ayant concerné toutes les couches socio-professionnelles à travers un atelier national de validation tenu ici à Bamako du 15 au 20 août 2022 et à la suite de certains ateliers régionaux et des travaux de la commission permanente législative de la direction des affaires juridiques, des affaires judiciaires et du sceau. L'objectif principal étant de disposer d'un code pénal et d'un code de procédure pénale consensuelle, moderne, dont l'application contribuera non seulement à garantir la bonne gouvernance, la stabilité et la paix, mais aussi à restaurer la confiance des justiciables en la justice. Il convient de rappeler que le projet de code pénal comprend plus de 702 articles contre 328 dans le code en vigueur et comporte de principales innovations, à savoir l'harmonisation avec les dispositions de la nouvelle constitution, l'agrégation des textes pénaux et par dans un seul et unique document, la prise en compte des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et du blanchiment du produit de la corruption, du recel du produit de la corruption, entre autres. La lutte contre le terrorisme à travers notamment l'incrimination de l'apologie du terrorisme, le recrutement des terroristes, la prise en charge de nouvelles infractions telles que l'esclavage, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l'introduction de plusieurs dispositions du droit pénal général pour combler un vide juridique tel que l'objet de la loi et celui du règlement, le principe de la légalité des peines.
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, les mesures relatives à la protection des dénonciateurs, des experts, des témoins, et l'introduction des principes de la responsabilité pénale des personnes morales à l'inclusion de l'État et des collectivités territoriales. Quant au projet de code de procédure pénale, il comprend plus de 1371 articles contre 634 dans le code actuel et comporte de nombreuses innovations dont l'harmonisation avec la Constitution, des dispositions relatives à la suppression des immunités et privilèges et à l'exercice des poursuites contre certains responsables politiques et administratifs, l'imprescriptibilité des infractions en matière de délinquance économique et financière en lien avec les biens publics lorsqu'elles sont des natures criminelles, la création de 3 pôles spécialisés autonomes en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et de lutte contre la cybercriminalité, la suppression des cours d'assises au profit des chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance pour ne pas confiner les audiences dans une périodicité et instaurer le double degré de juridiction afin de permettre le jugement des affaires par les magistrats professionnels, le tout devant aboutir à la célérité dans la distribution de la justice et au désengorgement des maisons d'arrêt. L'introduction du juge de l'application des peines dont la mise en œuvre se fera progressivement en fonction du niveau de l'effectif des magistrats qui sera de nature à éviter la surpopulation carcérale, l'introduction de la surveillance électronique comme alternative à la détention dans certains cas, et l'institution du référé liberté qui permet de demander la remise en liberté à tout moment et à toute étape de la procédure, l'introduction des sanctions en cas de violation de certaines règles de procédure contre les acteurs de la justice, l'introduction des procédures particulières, notamment les techniques spéciales d'enquête tout en les encadrant dans le temps et en respectant les principes de la proportionnalité en vue de préserver les droits de l'homme, l'actualisation des dispositions relatives au casier judiciaire, les précisions sur la procédure d'extradition. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation des parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéros 32, 33 et 34 du cercle de Nara, 6 à Nara. Les parcelles de terrain de superficie respective de 5 hectares, 63 arts, 27 centiares, 44 arts, 68 arts et 51 centiares et 108 hectares, 95 arts, 39 centiares sont destinés à satisfaire les besoins d'extension de la ville de Nara, motivés par la nécessité de recaser certaines populations victimes d'inondations et de satisfaire aux besoins nouveaux de parcelles de terrain à usage d'habitation. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir, Fousseni Tounkara. Merci et bonne suite du journal. Merci beaucoup, Ibrahim Djambeli. En visite de quelques heures au Mali, le ministre saoudien du Tourisme a été reçu à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ahmed Al-Kateb est porteur des messages du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz au président Goïta. L'Arabie saoudite sollicite le Mali pour le soutien dans l'organisation de son foire à exposition et de la Coupe du Monde en 2034. Aussi, le roi Salman invite le président Goïta à prendre part au sommet Afrique-Arabie Saoudite. Les échanges ont également porté sur 2 projets phares relatifs à la construction de ponts et de routes. Le ministre saoudien du Tourisme à sa sortie d'audience au micro de Sira Bachili. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
J'ai été envoyé par le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman pour venir saluer son Excellence, Monsieur le président de la transition, Assimi Goïta, et tous les peuples maliens, et discuter sur les processus et les différents domaines qui peuvent être liés pour les deux pays. Et ceci dans tous les domaines qui peuvent renforcer les liens entre les deux pays. Et on a demandé l'appui de la République du Mali pour l'organisation de Expo 2030. Aussi notre appui pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Dans le domaine humanitaire, dans le domaine de développement avec la Caisse saoudienne de développement, je voudrais juste avoir l'appui de la République du Mali pour renforcer ces liens. On souhaiterait voir Son Excellence, Monsieur le Président, pour le sommet Saoudia-Afrique. Et encore, je remercie Son Excellence pour tout l'accueil chaleureux qu'il nous a donné. Plusieurs secteurs de coopération qui ont été cités. On peut savoir concrètement sur quoi le Mali et l'Arabie Saoudite vont travailler dans le cadre de l'amélioration de leur coopération. Sachez qu'on a discuté de grands projets. Parmi ces projets, la route de Kidal et aussi la signature d'une convention pour la construction de ponts. Moscou abrite depuis ce matin la 6e édition de la semaine russe de l'énergie. Les travaux ont été lancés par le président russe Vladimir Poutine, qui avait à ses côtés le premier ministre irakien. Une délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances prend part à l'événement. Objectif bien sûr de la présence malienne, s'enquérir de l'expérience de la partie russe, mais aussi nouer des partenariats en vue de booster notre secteur énergétique. Envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. C'est un espace d'échange de haut niveau sur les questions énergétiques à l'échelle mondiale. Politiques, experts, entreprises et hommes d'affaires se retrouvent pour la 6e fois dans un pays dont les réserves énergétiques en font incontestablement une puissance au niveau mondial. La semaine russe de l'énergie se tient cette année dans un contexte de crise en Ukraine et de sanctions contre la Fédération de Russie. Des démarches occidentales qui ont semé le chaos sur le marché international de l'énergie, y compris sur le marché pétrolier, affectant l'ensemble de l'économie mondiale aux yeux du président russe Vladimir Poutine. Des sanctions sans réelle incidence sur son pays qui a développé des marchés alternatifs. Occasion pour le chef de l'État russe d'évoquer le potentiel énergétique de la Russie en cours de restructuration avec comme priorité majeure le marché national. Parmi les pays africains présents à ce rendez-vous de Moscou, le Mali est venu s'inspirer de l'expérience de ce partenaire stratégique en vue de booster son secteur énergétique. Cet événement est extrêmement important. Il nous permet non seulement de nous enquérir de l'expérience russe, de comprendre aujourd'hui les enjeux de l'énergie dans le monde, surtout avec les dernières crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise en Israël qui est venue s'ajouter à la crise russo-ukrainienne, toutes choses qui font que le prix de l'énergie risque d'être très élevé et de nous rendre compte également de l'importance du domaine énergétique dans tout le développement. Un des thèmes abordés lors de cette plénière d'ouverture, c'était comment organiser la production et la distribution de l'énergie dans le monde au plan international pour pouvoir permettre d'avoir un développement durable et un développement stable dans tous les pays du monde. La Russie, affirme le président Poutine, continuera à contribuer de façon significative à l'équilibre du marché mondial de l'énergie et développera des partenariats avec les pays qui le souhaitent. C'est justement dans une logique de recherche de partenaires que notre pays prend part à cette 6e semaine de l'énergie russe. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du pays, notamment le président, le colonel Assimi Goïta, qui nous a mandaté, qui a envoyé une forte délégation composé de 5 ministres, de 2 présidents de commission du CNT, plus nos collaborateurs pour qu'on puisse venir participer à ce forum de l'énergie de la Russie et également pour pouvoir avoir des échanges avec les partenaires russes. Et nous comptons les jours à venir et saisir cette occasion pour rencontrer les partenaires afin de signer des accords qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie hydroélectrique, qui est de l'énergie propre, l'énergie
éolienne, l'énergie solaire, également l'énergie atomique pour pouvoir mettre également l'intelligence artificielle aux besoins donc, du développement économique du Mali. Au menu de la semaine russe de l'énergie, plusieurs dizaines d'événements, parmi lesquels des sessions plénières, des tables rondes de discussion, des conférences et autres rencontres sectorielles. Autant d'espaces avec un objectif commun, le développement de la coopération internationale dans le domaine de l'énergie. C'est communiqué. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulés par la compagnie aérienne Air France. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen du dossier. Le ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable de manière convenable les autorités et les clients. Le ministre des Transports et des Infrastructures réitère son engagement à défendre la souveraineté du Mali conformément aux 3 principes édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Le trachome n'est plus considéré comme un problème de santé publique au Mali. Il a été éliminé. Cette prouesse a été célébrée à l'occasion du lancement de la semaine de la lutte contre la cécité. C'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Al-Hussein Touré. L'élimination du trachome dans le monde constitue une préoccupation pour l'humanité. C'est pourquoi l'OMS en fait une priorité à travers son intervention dans les pays membres concernés. C'est donc à juste titre que l'organisation onusienne se félicite de l'élimination de cette maladie au Mali en tant que problème de santé publique. La mise en œuvre de l'ensemble des stratégies d'intervention désignées en abréviation sous le nom de stratégie CHANCE dans la lutte contre le trachome à travers le Programme national de santé oculaire. Cette stratégie CHANCE est faite de la chirurgie oculaire, des complications de trachome, de 2, de l'antibiothérapie pour éliminer l'infection oculaire, et de 3, du nettoyage du visage, et de 4, du changement de l'environnement à travers le meilleur accès de l'eau et au moyen de l'assainissement. Comme l'OMS, les partenaires techniques et financiers de notre pays soutiennent la démarche et appellent à plus d'actions pour combattre les pathologies liées à la vue. La persévérance, l'engagement et le partenariat efficace du Mali marquent non seulement une étape importante dans l'élimination du trachome, mais servent également de modèle exemplaire pour de nombreux autres pays africains. Tous ces progrès n'auraient jamais vu le jour sans l'acharnement et le don de soi du personnel de la santé dont les efforts ont contribué à juguler le phénomène. Ils ont tous eu droit à des reconnaissances de la part de l'État pour leurs efforts. La célébration de cette élimination du trachome est couplée à la Journée internationale de la vue. Il s'agit là de l'aboutissement et du couronnement d'immenses efforts du gouvernement et des partenaires du secteur. En effet, pour parvenir à ce résultat, celui de valider les critères d'élimination du trachome dans tous les districts sanitaires du pays, notre pays, le Mali, a administré grâce aux relais et agents de santé communautaire, braves hommes et femmes que je viens de saluer, 29 126 964 doses d'azithromycine, opéré 89 558 malades atteints de trichiasis trachomateux, la principale complication suscitante du trachome par les agissants médicaux en ophtalmologie et les opérateurs trichiasis. Effectué 512 469 diffusions sur le trachome à travers 78 radios communautaires. L'IOTA
Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, structure de 3e référence en soins oculaires, a assuré la formation initiale et continue des assistants médicaux et en ophtalmologie qui sont en réalité de précieuses sources humaines, tant pour la phase d'élimination que pour la phase de surveillance de cette maladie. Désormais, les efforts sont centrés sur la stratégie de lutte contre toutes les maladies afin que la vue reste en vie. Depuis 2012, la Journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre. Le thème international pour cette édition est « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Mais compte tenu de la situation de notre pays, le Mali a choisi le thème pour la refondation du Mali. Les filles comptent dans notre pays. Les filles et les adolescentes font face à des difficultés liées notamment au mariage précoce, à la non-scolarisation, au harcèlement, entre autres. Les autorités maliennes veulent donc accorder plus d'attention aux filles afin qu'elles bénéficient de leurs droits et réalisent bien sûr pleinement leur potentiel. Sur la question, suivons un extrait de l'intervention du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de Khadija Toukone. Les droits de l'homme en général et ceux des enfants en particulier est au cœur des priorités du gouvernement de transition. Le thème de cette journée cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement de transition, car lors des assises nationales de la refondation, fortement soutenues par les forces vives de la nation, les droits et la défense des intérêts vitaux des citoyens ont été réaffirmés avec vigueur et force. Le chantier de la refondation est vaste. Il constitue pour les enfants, notamment pour les filles, une opportunité à saisir et non seulement amener les populations en général et les enfants en particulier à rompre avec les mauvaises pratiques et les mauvais comportements du passé, mais aussi à promouvoir l'excellence, la transparence, la bonne gouvernance, les valeurs sociétales et républicaines à travers le respect des principes de droit, de bonnes règles de conduite qui gouvernent notre État, notre société. Chers enfants, outre vos droits fondamentaux, le Code de la protection de l'enfant vous impose également des devoirs envers vos parents, votre famille, la société, l'État et la communauté internationale. Vous devez respecter également la Constitution et les lois de la République, ainsi que les valeurs de notre société qui fondent notre identité. Vous devez respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui et œuvrer à sauvegarder la morale publique des bonnes mœurs, au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale au sein de vos familles et du pays. Le reportage complet sur cette activité dans nos éditions de demain. L'ambassade d'Espagne, le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, ONIFAM et l'ISPRIC ont organisé un festival qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Le but de ce festival est d'aider les filles à faire face aux défis actuels. Fantama Magnantao. L'ambassade d'Espagne et ses partenaires célèbrent la jeune fille à travers un festival avec pour ambition d'améliorer l'éducation, la santé et le bien-être des filles et des adolescentes. Cette journée servira à rappeler la violence dont certaines filles souffrent et à réfléchir aux conséquences des pratiques qui compromettraient la possibilité d'un développement personnel complet. Le directeur par intérim de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication a remercié l'ambassadeur du Royaume d'Espagne pour le choix porté sur son école. Nous sommes heureux de recevoir cette activité de l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali pour évoquer ensemble
des thématiques aussi importantes les unes que les autres en rapport avec la jeune fille. Je suis très satisfaite de cette journée. Notamment, elle m'a permis de prendre conscience de notre valeur dans la société. Nous, en tant que femmes, apprendre que j'ai les mêmes droits que les hommes. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a promis de relever les défis institutionnels, sociaux et économiques en matière d'égalité de chances, de l'équité et du genre dans tous les domaines. Je suis persuadé que ce festival des filles contribuera à plus de réflexion et d'orientation stratégique pour renforcer les capacités des jeunes filles sur les défis liés à leur mieux-être. Cette journée célèbre la force et le potentiel des jeunes filles qui constituent le pilier de notre société. Journée internationale des filles, on en parle encore avec Plan Mali qui n'a pas dérogé à sa coutume. Une prise de pouvoir s'est tenue à son siège à Bamako pour le lancement de ses activités. Aïssata Cissé est l'élue cette année. Pendant toute une journée, elle a assuré l'intérim du représentant résident, Awa Adama Coulibaly. Un contrat, une signature et le cachet pour le côté officiel. Une première tâche accomplie pour Aïssata Cissé, la représentante résidente de Plan International Mali pour ce jour. Une journée qui n'a pas été du tout repos pour l'étudiante de 19 ans. J'ai commencé par la signature d'un programme de projet sur une somme qui s'estimait à une 40aine de millions. Un projet basé à Mopti précisément. Juste après ça, j'ai pris part à la réunion du comité de la crise, une réunion en ligne. Et juste après ça, j'ai eu une autre réunion en présentiel avec le comité de direction de Plan International. Il y a eu une autre réunion qui portait sur les échanges concernant l'éducation de la jeune fille ici au Mali. À travers cet exercice, dénommé Girls Takeover, les filles prennent le pouvoir. L'organisation veut inculquer à la jeune fille le sens de responsabilité dans un service, un organisme, l'administration tout court. Pour faire réaliser les droits de la fille et travailler à l'égalité aux jeunes filles, il faut seulement 4 choses. Il faut que les filles soient capables d'apprendre. Il faut qu'elles soient capables de décider d'elles-mêmes. Il faudrait que les filles soient capables de diriger. Et il faut qu'on travaille à l'épanouissement de la fille, donc la sécurité de la fille, leur épanouissement, leur bien-être. Le bien-être et le rôle de la jeune fille sont exactement pris en compte à travers le thème national. Pour la refondation du Mali, les filles comptent. Les Girls Takeover sont coachées pendant 4 ou 6 mois sur le leadership et l'initiation au monde professionnel. Deux programmes majeurs de développement respectivement dans la région de Gao et Menaka peinent à être exécutés correctement à cause de l'insécurité. Ces programmes ont démarré depuis 2017 avec un financement de 9 milliards et 13 milliards de francs CFA grâce à un partenariat entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne. Les acteurs en charge de l'exécution de ces deux programmes sont réunis à la faveur du 5e comité de pilotage pour trouver des solutions aux difficultés. Modibo Mariko. Réhabiliter des pistes rurales dans la région de Gao et construire des infrastructures pour Menaka. Ce sont là les buts de 2 programmes objets de ce comité de pilotage. Le premier, c'est-à-dire les programmes pour la région de Gao, coûte environ 9 milliards de francs CFA et a pu déjà réaliser 6 pistes de près de 76 km. 17 autres infrastructures hydro-agricoles villageoises, des espaces maraîchers sont aussi attendus. Le second, le programme de stabilisation à Menaka coûte environ 13 milliards. En plus d'une école et du local pour les caps de Menaka déjà fonctionnels, ce programme est en train de finaliser la construction du gouvernorat, du conseil des cercles, la préfecture et la mairie. Les 2 programmes sont financés grâce au partenariat du Mali avec la République fédérale d'Allemagne, mais des programmes tout de même confrontés dans leur mise en œuvre à l'insécurité dans notre pays. À cause d'insécurité dans les cercles de Anderam-Boukan, de Inekar et de Titermen, la construction de 3 préfectures, 2 mairies, 2 centres de santé et 1 brigade de gendarmerie a dû être définitivement malheureusement arrêtée. Aussi, voudrions-nous vous encourager à mettre en place des dispositifs adéquats afin d'assurer la sécurisation des infrastructures pour que les bénéficiaires puissent en tirer le maximum de profit.
Acteurs locaux, représentants des institutions et autres organisations mettront la journée à profit pour trouver les voies et moyens de transcender non seulement les difficultés, mais aussi de valider les programmations pour 2024 en les adaptant à la réalité du terrain. Le gouvernement du Mali salue avec beaucoup de reconnaissance l'engagement du peuple et du gouvernement allemand dans son appui au peuple malien dans les efforts de stabilisation des régions du Nord. Le comité de pilotage qui se réunit doit non seulement faire le point sur l'état d'avancement des deux programmes, mais aussi donner des orientations et recommandations nécessaires pour leur garantir l'atteinte des objectifs et résultats assignés. Le chef de la coopération allemande a annoncé l'engagement de son pays avec un nouveau fonds de 10 milliards d'euros, soit près de 6 milliards de francs CFA. Cette somme et une autre de 24 milliards permettront de financer des projets dans les domaines de l'agriculture, l'eau et l'assainissement, notamment pour les centres du Mali. Le bien-être psychosocial des enfants et des parents affectés par les crises sécuritaires passe par l'amélioration et le renforcement de l'offre et la qualité de leur protection. Pour parvenir à cela, il faut couvrir les besoins urgents des ménages vulnérables en leur apportant une assistance humanitaire. Le projet Djigitougou est une réponse multisectorielle aux besoins urgents des personnes affectées par les crises. On en sait plus avec Mamadou Fane. Face aux différentes crises et catastrophes naturelles, une réponse multisectorielle aux besoins des populations s'impose. C'est dans ce cadre que l'ONG Terre des Hommes, l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD et OCHA tentent d'apporter une réponse à travers le lancement du projet Réponse multisectorielle aux besoins urgents des populations affectées par les crises Djigitougou. Les objectifs du présent projet cadre admirablement avec les priorités du plan de réponse humanitaire 2023, de même qu'avec les ambitions et stratégies programmatiques de Terre des Hommes au Mali. Le lancement de ce projet, qui est un aboutissement d'un processus assez laborieux à travers la première allocation du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest. Le projet Djigitougou, qui signifie redonner l'espoir, cible plus de 10 700 personnes en période de soudure dans les zones de Menaka et Assakaïré. Il y a un besoin réel pour soutenir ces populations, sachant que c'est les enfants, c'est les femmes qui sont vraiment les premières à répondre à leur crise et à chercher tout moyen de survivre. Nous demeurons confiant que ce projet répondra aux nombreuses attentes du gouvernement en touchant les cibles et que cette expérience servira de boussole aux initiatives en matière de protection des couches vulnérables. D'une durée de 9 mois, le projet prend en compte la fourniture d'une aide d'urgence aux cibles dans le domaine alimentaire, la santé et la protection civile. Partons à l'intérieur du pays. Le président de la transition vient d'offrir gracieusement 100 kits alimentaires à 100 familles démunies du Bani Monotié. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Jafar Aïdra. Le mois d'octobre est considéré au Mali comme le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion il y a de cela 28 ans. C'est à la faveur de ce mois que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait parler son cœur en procédant dans la capitale du Bani Monotié à une distribution gratuite de vivres aux personnes âgées et aux démunis. C'est un sentiment de fierté et de remerciement envers le président de la transition, parce que c'est dans le cadre de ces œuvres sociales que nous sommes là aujourd'hui à Bougouni pour remettre 100 kits alimentaires. Aucun Malien ne sera oublié. Tout ce qu'il peut faire pour tous les Maliens, il le fera, Inch'Allah. Le don s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Il est composé d'un sac de riz, d'un carton de pâtes alimentaires, d'un bidon d'huile et d'un sac de mil. Je suis très heureux d'être parmi les bénéficiaires de ces dons. Je demande au président de la transition de pérenniser cette action humanitaire. Que les ennemis du Mali périssent. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine de signification, car elle marque la volonté manifeste des plus hautes autorités de la transition de soulager la souffrance des populations vulnérables en ces temps de soudure et surtout du mois d'octobre, mois consacré à la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre pays. La délégation a visité le nouveau vestibule de la chefferie de Bougouni, construit à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA, un vestibule dont la devanture a besoin d'un aménagement.
En troisième région, le représentant résident de l'UNICEF au Mali a rencontré hier le personnel du bureau de Sikasso et les responsables des services techniques. Objectif, s'enquérir des résultats obtenus sur le terrain et les difficultés dans la mise en œuvre du plan de travail. Compte rendu Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. L'objectif de cette visite du représentant résident de l'UNICEF au Mali est de rencontrer le personnel des bureaux de Sikasso, Bougouni et Kouchala relevant de la zone de Sikasso en vue de s'enquérir des résultats obtenus, mais aussi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan de travail. Le visiteur du jour a eu une séance de travail avec la gouverneure et a aussi rencontré les responsables des services techniques de la région. Les préoccupations évoquées sont relatives au manque d'eau et de logistique dans certaines structures. J'ai noté de grands défis tels que l'accès à l'eau, surtout dans les institutions scolaires et de santé. J'ai noté aussi les défis liés au parc automobile chez les partenaires d'exécution. Mais les résultats sont très impressionnants dans tous les domaines, que ce soit la vaccination, l'éducation, surtout des filles, la protection de l'enfance, la promotion féminine. Le chef de bureau UNICEF de Sikasso a dressé le bilan des activités réalisées au cours du premier semestre 2023. Repas de corps au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Objectif, favoriser le brassage et la cohésion sociale entre les corporations de la ville de Koulikoro. Ousmane Koïta. Ils sont militaires et paramilitaires à prendre part à ce repas de corps au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Cet espace de communion et de partage autour d'un plat collectif a pour but de consolider les liens de fraternité entre les militaires. Ce repas de corps est une activité de cohésion entre toutes les forces de sécurité et de défense de la place d'armes de Koulikoro. Également, c'est une occasion pour nous de se rencontrer et d'échanger autour de la sécurité actuellement. Ensuite, ça nous permet de faire passer les messages du haut commandement. Parce que le climat est détendu, il n'y a pas une meilleure occasion pour faire passer un message qu'un tel climat. Donc c'est l'objectif que nous avons visé pour l'organisation de ces repas de corps. Cet espace est une occasion pour les chefs militaires de véhiculer des messages qui galvanisent les troupes. Dès-là de ce repas, on a invité les hommes à redoubler de vigilance, conformément aux instructions du chef d'état-major général des armées. La sécurité doit être au centre de toutes nos activités. Ça doit être notre principale préoccupation aujourd'hui. On prépare à ce repas de corps toutes les corporations militaires de Koulikoro. Quel rôle peuvent jouer dans la sensibilisation sur l'apaisement des tensions esclavagistes, le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre l'esclavagiste et victime au Mali? C'est à cette question que réfléchissent les communicateurs traditionnels du Mali et les responsables de l'Organisation internationale du travail OIT à Ségou. Fousséni Samake. C'est pour apaiser les tensions esclavagistes, renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre esclavagistes et victimes que les réseaux des communicateurs traditionnels et Recotrad et les projets de lutte contre l'esclavage au Mali organisent ce forum à Ségou. Il s'agira pour nous, communicateurs traditionnels, de concilier des Maliens, d'apaiser les tensions, renforcer la cohésion sociale, l'inclusivité et le vivre ensemble entre les communautés victimes de l'esclavage et des maîtres d'esclaves. Pour atteindre cet objectif du partenariat que sollicite l'OIT à travers son projet de lutte contre l'esclavage et le Recotrad Mali, le forum sera focusé sur un partage d'informations sur le dernier développement du contexte de la pratique de l'esclavage au Mali, un recueil de messages clés pour la sensibilisation entre ces communautés. Cette initiative de l'Organisation internationale du travail s'inscrit en droite ligne des actions entreprises par les autorités nationales dans la lutte contre l'esclavage et autres traitements inhumains dégradants. En ce 21e siècle, nous ne devrons ni tolérer ni laisser prospérer ce genre de pratiques contraires à la dignité. Le réseau des communicateurs traditionnels du Mali et Recotrad joue un rôle dans la pacification de la paix au sein de nos communautés. Prennent part à cette rencontre nationale les communicateurs traditionnels des régions de Kaï, Ségou, Mopti et du district de Bamako.
L'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche a organisé vendredi dernier la 5e édition de la journée du mérite scolaire. L'événement était placé sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, Dr Mamadou Sissavané. Saloum Konaté. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, en collaboration avec les agents du groupement de sécurité routière, mène depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les chaussées. Des policiers et des membres d'associations évoluant dans le cadre de la sécurité routière sont déployés au niveau des pistes cyclables pour davantage sensibiliser les usagers au respect des panneaux indiquant les pistes en question. En sensibilisant les gens, en communiquant, ça va beaucoup diminuer l'accident. Le commandant du groupement en charge de la sécurité routière a saisi l'occasion pour appeler l'ensemble des usagers à respecter ces panneaux de signalisation relatifs aux pistes. Ces panneaux parlent. Il y a des panneaux de signalisation interdisant la montée du viaduc aux engins à 2 roues. Nous, en tant qu'usagers de la route, nous devons respecter ces mesures-là. C'est très important pour nous. Sur ces réseaux routiers, la chaussée, elle est faite pour les véhicules. Nous attirons l'attention de nos concitoyens que chacun doit être son policier. Seul le respect strict du code de la route peut nous garantir une sécurité routière. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'à la semaine prochaine, selon le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Donc nous avons déployé des policiers sur les tronçons routiers pour orienter donc, les utilisateurs de ces engins à 2 et 3 roues motorisées pour emprunter les pistes cyclables et les bandes dans le cadre de la circulation routière. Nous profitons pour continuer avec cette phase de sensibilisation et surtout des démonstrations pour qu'on n'ait pas un mélange de modes de transport susceptibles de produire donc des accidents de la circulation routière. En ce qui concerne les pistes cyclables et marges réservées aux piétons occupées par les vendeurs, le commandant du groupement de la sécurité routière rassure que des dispositions seront prises bientôt pour la fluidité de la circulation. Alors, ce reportage, c'était plutôt relatif à une campagne de sensibilisation organisée par l'ANASER en collaboration avec les forces de l'ordre pour amoindrir les cas d'accident. La présidente de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, Asfia, vient de lancer une formation en leadership, management et communication à l'intention de 250 femmes et jeunes. Objectif de doter ces femmes et jeunes de moyens nécessaires pour leur autonomisation. Mariam Koulibaly. Cette formation, initiée par l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, s'inscrit dans le cadre des actions entreprises en faveur de l'autonomisation de la femme et de la lutte contre le chômage des jeunes. Ils sont 250 femmes et jeunes à prendre part à la session. Dans nos différents échanges avec les jeunes, on a trouvé qu'ils ont beaucoup de lacunes. Côté management, côté communication, en domaine de formation. Donc ils ont besoin de cela pour encore plus se spécialiser, pour être vraiment encore plus performants sur le marché de l'emploi. Le programme axé sur le leadership, le management et la communication permettra ainsi de doter les participants des capacités favorisant leur autonomisation. Souvent, il y a l'inadéquation entre la formation que nous recevons à l'école et le marché de l'emploi. Et dans le marché de l'emploi, il n'y a pas de pitié. Les entrepreneurs prennent ceux qui sont plus compétitifs. Et raison pour laquelle ces modules leur seront enseignés pour pouvoir renforcer leurs capacités et les rendre aptes à pouvoir faire face aux enjeux et aux défis du moment. Il y a plus de 3-4 mois, on est en train d'élaborer ça ensemble et que ça soit une réussite pour l'association et pour les bénéficiaires aussi. Engagée pour la cause des femmes et des jeunes, l'association Femmes d'ici et d'ailleurs entend multiplier ce genre de formation en vue de mieux accompagner cette couche vulnérable. Face aux dégâts causés par les effondrements des bâtiments en construction, l'Ordre des architectes du Mali sort de son silence afin d'expliquer le rôle et le travail des architectes. Dans la même dynamique, l'Ordre des architectes du Mali soutient les autorités de la transition, surtout dans la démarche de qualité des constructions. Les architectes ont donné leur voix à travers un point de presse. Abdul Karim Kaba. Architecte, son rôle, sa fonction
Bref, les missions de l'architecte de façon générale ont été expliquées aux hommes des médias. On ne peut pas construire sans architecte. L'architecte est à la base, au début et à la fin de la construction. L'architecte fait la conception, fait une esquisse pour le client, fait les avant-projets, fait l'appel d'offres, choisit une entreprise, aide à choisir une entreprise pour le compte du maître d'ouvrage et suit la construction d'un bâtiment. Tout en soutenant les autorités de la transition dans leur démarche de contrôle de qualité, l'ordre des architectes fustige les mauvais comportements. Pour les responsables de cette organisation, n'est pas architecte qui le veut. Les gens qu'on inscrive, on doit s'assurer de leur qualité. Une fois que votre diplôme est certifié, vous venez vous inscrire, on vous dit de faire tant d'années, 18 mois de stage, tout ça là, et puis après vous êtes inscrit. Tout le monde a été inscrit comme ça. Et nous saluons, entre autres, l'effort que nos dirigeants sont en train de faire pour mettre de la qualité partout. Afin d'arrêter l'effondrement des bâtiments, les architectes proposent. L'éducation doit s'adapter à ses enfants. On doit progresser avec la technologie. On doit aller plus loin. On ne doit pas rester statique au même point pour dire qu'il y a un programme. Nous sommes un État indépendant. Il faut que nos programmes correspondent à notre développement, pas au développement des autres. En attendant, l'Ordre des architectes du Mali compte mener son combat contre les mauvaises pratiques et prône surtout le travail bien fait et de bonnes études dans le domaine. Le centenaire de l'Église chrétienne évangélique du Mali sera célébré le 17 novembre prochain. L'information a été donnée au cours d'un point de presse à l'Église protestante de Daoudabougou. Saloum Konaté. La célébration du centenaire de l'Église chrétienne évangélique au Mali, ECM, est prévue le 17 novembre prochain au CICB. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé par le pasteur Sadrat Diarra, président du comité exécutif national de l'ECM. Une célébration nationale organisée pour louer et rendre grâce à Dieu pour le salut des âmes à travers l'œuvre de l'ECM et de la mission Alliance chrétienne et missionnaire SEMA. Aussi une occasion d'évaluer la vie de l'ECM et donner un témoignage fort de l'ECM à cette grande mission contenue dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Les cérémonies commenceront par les célébrations zonales et se termineront par une célébration nationale. La célébration au niveau national se déroulera le 17 novembre 2023 au CICB par des exposés sur la vie de l'Église et de la mission et une manifestation populaire de reconnaissance. Selon le pasteur Diarra, la célébration nationale sera placée sous la haute présidence du président de la transition. Pour l'organisation pratique du centenaire au niveau national, il est créé auprès du CN de l'ECM une commission d'organisation dirigée par un président. Cette commission est chargée de la préparation technique et de l'organisation logistique et matérielle du centenaire. Le président du comité exécutif national de l'Église chrétienne évangélique au Mali appelle l'ensemble des Maliens à participer à la cérémonie du 17 novembre au CICB et celle du 18 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Deux nouvelles publications pour enrichir les librairies. Comment les turpitudes de la sagesse de la parole. Le second s'intitule Chaîne de vie, réflexion poétique. L'auteur de ces deux livres est Amadou Keïta, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est l'actuel ministre des Mines. Dans le premier ouvrage, il insiste sur la valeur et l'importance de la parole. Le second ouvrage, Chaîne de vie, réflexion poétique, l'ancien chercheur porte les cris universels de l'homme sur toute la surface de la terre. Le RTM vous propose après ce journal un numéro spécial de questions d'actualité sur la journée internationale de la fille célébrée aujourd'hui 11 octobre. Cette journée rappelle les droits de la fille. Pour l'édition 2023, le Mali met l'accent sur le rôle de la fille dans la refondation. C'est un débat animé par Sira Bachili. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.